Salut, on va parler d'une Afghane dénonce l'abandon de son pays. On va le mettre, ça dure 15 minutes. Là, à côté, je vais mettre X. Hop. Si ça vient. Hop. Voilà. Une publicité. Ah, voilà. Hop. Tac. FM Story avec mon invité. 17h et presque 22 minutes, ravi de vous accueillir en direct pour la suite de BFM Story avec mon invité ce soir, Faouzia Koufi. Bonjour, merci d'être sur le plateau. Vous êtes ancienne vice-présidente de l'Assemblée afghane, présidente du parti politique Mouvement pour le changement en Afghanistan, nommée en 2020 pour le prix Nobel de la paix. Et vous venez de publier cet ouvrage que je montre à nos téléspectateurs, Lettre à mes sœurs, la voix des Afghanes, paru aux éditions Michel Lafon. Bonjour, merci d'être avec nous. Pour répondre à ma question, j'accueille également Mariam Pierzadeh. Bonjour, Mariam. Évidemment journaliste France 24, évidemment spécialiste de l'Iran. Si je devais résumer ce livre, je le qualifierais d'appel aux femmes afghanes, aux femmes du monde entier, à se lever, à se rêver, à rêver, à se révolter et à se battre pour le changement. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit résumer votre ouvrage et pourquoi avoir choisi ces lettres à vos sœurs? J'ai choisi le titre de ce livre. Le livre lui-même raconte l'histoire de ma vie, depuis le moment où j'étais au Parlement, où je faisais passer des lois pour protéger les femmes, pour promouvoir l'éducation. À cette époque, j'ai été mise en danger, j'ai été la victime d'une tentative d'assassinat. Il y a ensuite la période où j'ai participé aux négociations au nom de mon pays, des négociations de paix. J'ai choisi d'écrire cette histoire parce que c'est l'histoire des succès, des échecs, de la résistance, de la résilience d'une femme qui devrait faire écho aux vies de toutes les femmes. J'appelle ça Lettre à mes sœurs parce que ce message s'adresse au départ aux femmes, à mes sœurs qui vivent en Afghanistan, mais aussi à toutes les femmes du monde et à tous les hommes du monde qui sont amoureux de la paix et de la justice, pour demander que les gens soient solidaires avec ce qui se passe avec les femmes d'Afghanistan. Dans votre pays, à la fois les premières victimes et donc, d'une certaine façon, les premières résistantes? Oui, tout à fait. Les femmes sont totalement effacées aujourd'hui par les talibans. Les talibans ont installé un régime d'apartheid. Vous imaginez, au XXIe siècle, nous parlons d'une nation qui est privée d'éducation, privée de travail. Nulle part ailleurs dans le monde, les femmes ne sont privées d'éducation. On n'interdit pas aux femmes d'aller dans les parcs. Ce que font les talibans à une période où 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté, les talibans ne pensent qu'à une chose, comment les femmes s'habillent et ce que les femmes pensent. Elles utilisent les droits de la femme comme une arme. Ce qui est frappant, c'est qu'on nous a vendu ici un retour des talibans plus modéré que les talibans d'avant. Ce que vous avez constaté, c'est qu'on est dans un recul en arrière et un retour à ce qu'on avait connu il y a quelques années. C'est encore pire que ce qu'étaient les talibans quand ils étaient au pouvoir en 96. Quand ils sont arrivés en 96, ils autorisaient aux femmes de faire par exemple des études de médecine, de devenir médecin, infirmière. Moi j'ai fait des études de médecine à l'époque où les talibans sont arrivés. On m'a interdit de poursuivre mes études, mais par contre les étudiants qui étaient à des niveaux plus élevés, les étudiantes ont eu le droit de poursuivre leurs études médicales. Maintenant, il y a 2 semaines, on a interdit aux femmes de devenir
infirmières et sages-femmes. Est-ce que vous imaginez l'impact que ça va avoir sur la santé du pays? Il y a eu cette expression, on parlait de Taliban 2.0, mais c'était vraiment que des mots. C'était un concept, c'était un mensonge qui a été créé à l'usage des Occidentaux. Je pense que cette version était une version mensongère qui a été servie à l'Occident. Dès l'instant où les talibans sont arrivés au pouvoir, ils ont augmenté peu à peu leurs mesures répressives. À l'heure actuelle, une centaine d'édits ont été passés pour éliminer les droits de la femme. Comme si le seul problème de l'Afghanistan, c'était les femmes. C'est ce que croient les talibans. Mariam, ça rappelle étrangement ce qui se passe en Iran, ça aussi ce qui se passe un peu dans certains endroits en Syrie. C'est ce témoignage et cette vision de l'Afghanistan, cette vision très, très réaliste évidemment. Alors, les Iraniennes ont une vie bien meilleure que les Afghanes. Effectivement, l'Afghanistan est un pays qui est totalement oublié du monde. Personne n'en parle. Elles sont en train d'être emmurées vivantes depuis des mois et des mois, les Afghanes. Au sens propre. C'est-à-dire que même, il y a une nouvelle loi qui est passée pour construire des bâtiments sans fenêtres, pour qu'une femme ne soit pas vue de l'extérieur, pour qu'un homme ne puisse pas voir une femme pour ne pas l'exciter. Enfin, c'est absolument absurde. Et ça se passe dans l'indifférence du monde entier, en toute impunité. Aujourd'hui, 2 femmes n'ont même pas le droit de se parler, elles n'ont pas le droit même de réciter une prière. Enfin, c'est absolument un abandon total, je suis totalement d'accord avec vous. Et effectivement, alors ce n'est pas du tout la même situation que pour les Iraniennes, qui, elles, vont à la faculté. Elles sont même beaucoup plus nombreuses sur les bancs de la fac que les hommes en Iran, parce que c'est un moyen pour elles de s'en sortir socialement, d'accéder à un niveau social, à des professions et de se sortir de cet apartheid, effectivement, dans des pays où elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Aujourd'hui, par exemple, si on parle de l'Iran, une femme vaut la moitié d'un homme, que ce soit dans l'héritage ou en termes de droits. Elle n'a pas le droit de divorcer sans le consentement de son mari, elle n'a pas le droit de quitter le pays sans le consentement de son mari, il faut l'autorisation du mari assez régulièrement. Et là, il y a une nouvelle loi qui est passée, qui devait passer par le Parlement en force pour renforcer l'obligation de porter ce voile obligatoire, parce que les Iraniennes ont retiré massivement le voile et elles se sont rebellées, elles ne veulent pas de cette loi et pour le moment elle est gelée et elle prévoyait jusqu'à possiblement la peine de mort en cas de non-port du voile. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Parce qu'on a le sentiment que ce que vous constatez, c'est aussi un abandon, une forme de défaite ou de laisser-aller de la part de l'Occident. Est-ce que c'est là aussi ce qu'il faut retenir, à savoir qu'on laisse ce qui passe en Afghanistan se passer en Afghanistan et qu'on a complètement laissé ce pays aux mains des talibans en l'occurrence? Vous savez, la population de mon pays est convaincue que les pays occidentaux ne sont jamais venus en Afghanistan pour protéger les droits de la femme ou pour protéger les droits de l'homme. Ils ont décidé de venir en Afghanistan en 2001, après la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, sur une base d'autodéfense après le 11 septembre. Personne n'a été consulté en Afghanistan pour savoir de quoi on avait besoin. Ils sont venus en Afghanistan et ensuite ils ont quitté le pays sans consulter personne. Les seules personnes qu'ils ont consultées ont été les talibans. Ils ont négocié avec les talibans. Donc les habitants de mon pays pensent que c'est un échec moral absolu de la part de la communauté internationale. Et parfois les gens me critiquent pour le fait que je parle aux institutions internationales, aux États-Unis. Les gens me disent: pourquoi est-ce que tu parles à ces gens qui nous ont trahis? Et donc il faut que nous fassions en sorte que les personnes dans le monde qui n'ont pas de voix, que ce soit les femmes en Iran, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, au Yémen, n'importe où, aux États-Unis, en France, en Allemagne, il y a partout des niveaux de discrimination. En Afghanistan, c'est ce qu'il y a de pire. Et c'est imposé par une autorité qui est censée protéger le peuple. Il faut faire en sorte que la population ait confiance dans les institutions et confiance dans la loi internationale, parce que les droits de la femme, ce n'est pas juste une question de droits de l'homme, c'est aussi une question de sécurité et d'économie. Depuis que les talibans ont interdit aux femmes d'Afghanistan de travailler, notre pays fait un déficit de 3 milliards de dollars par an. Le système de santé va s'effondrer complètement dans quelques années, parce que les femmes ne peuvent plus devenir infirmières ou sages-femmes ou médecins. L'éducation n'existe plus pour les femmes.
L'Afghanistan est devenu un sanctuaire pour les groupes militaires extrémistes parce que les talibans soutiennent ces groupes et ces groupes sont inspirés par les talibans. Dans quelques années, bientôt, l'Afghanistan sera devenu une nation radicalisée. La population va se radicaliser si on ne fait rien. Et je ne réclame pas, je ne demande pas à la France ou à l'Occident de faire une intervention militaire. Je dis qu'il faut que vous défendiez vos principes. C'est aussi parfois l'argent. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Paradoxalement, quand on le regarde d'ici, on se dit Donald Trump et les femmes, c'est pas forcément quelque chose de très évident. Mais paradoxalement, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait avoir des effets bénéfiques pour vos sœurs, pour vos sœurs afghanes, pour vous. Ce sont les dynamiques de pouvoir qui doivent changer en Afghanistan. Si on ne change pas l'écosystème politique et les dynamiques de pouvoir, il est très naïf de croire que nous allons parler aux talibans et qu'ils vont changer. Ce qu'on peut espérer avec le retour de Donald Trump, c'est que les États-Unis vont arrêter de financer les talibans et d'envoyer 40 millions de dollars par semaine en Afghanistan. Et ça, c'est les chiffres qu'on connaît. 40 millions de dollars. Chaque semaine. C'est la somme. Ça, c'est la somme dont on est au courant. Mais je ne sais pas quelle quantité d'argent supplémentaire leur parviennent sans qu'on le sache. Les accords avec les talibans ont été signés sous le président Trump et les talibans, en échange, avaient promis de participer à un processus politique avec la mise en place d'un gouvernement accepté par la population qui impliquerait les femmes. Et donc, il faut maintenant que le gouvernement américain demande aux talibans de rendre des comptes et qu'ils mettent la pression sur eux. Et la Syrie, mais effectivement, à partir de lundi, la donne va changer totalement au Moyen-Orient. Lundi, c'est le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donald Trump utilise le langage de la force. Effectivement, on est face à des pays, que ce soit l'Afghanistan ou actuellement la Syrie, qui a besoin d'aide internationale pour survivre. Et d'ailleurs, le nouveau gouvernement d'Ahmed El-Shara, ancien, qui était connu sous le nom de Al-Joulani, a besoin de cette aide. En Syrie. Donc il a polissé son image. Et il y a eu une petite erreur de casting avec le ministre de la Justice, dont les vidéos ont filtré, où il assistait à l'exécution de femmes. Il a été mis de côté parce que cette aide, elle est capitale. Concernant l'Iran, ça peut changer aussi beaucoup de choses puisque Donald Trump a déjà menacé l'Iran de bombardements aériens. Et là, d'ailleurs, depuis lundi et mardi, il y a eu des négociations sur le nucléaire, la reprise de négociations sur le nucléaire iranien. Donc, Donald Trump, il arrive avec un langage de force et ce sont des régimes qui sont susceptibles de pouvoir changer et d'avoir peur de Donald Trump avec ce langage de force. En fait, le langage de force est différent de ce qu'on a connu avec la diplomatie Blinken, qui était la diplomatie donc sous l'ère de Biden, la diplomatie de la négociation. Voilà, ça a duré 4 ans. Finalement, 4 ans, il ne s'est rien passé grand-chose. L'accord sur le cessez-le-feu en est un très bon exemple. 13 voyages d'Anthony Blinken au Proche-Orient pendant 1 an, aucun cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est effectif à partir de dimanche, la veille de l'investiture de Donald Trump. Donc, voilà, il va user d'une manière beaucoup plus forte, moins diplomatique et qui peut avoir un impact sur toute la région. Madame Koufi, le port du voile est un sujet éminemment politique en France, sujet parfois à des échanges assez compliqués. Le nouveau ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur cette question il y a 15 jours. Il veut le réglementer. Et voici ce que disait, les sorties scolaires. Il évoquait la question des accompagnatrices lors des sorties scolaires. C'est l'école hors les murs, les accompagnatrices n'ont pas à être voilées. Je vous pose également ce que disait Marine Le Pen, la candidate, la tête de file du Rassemblement national, parti d'extrême droite ou droite populiste selon la sémantique. Et voici ce qu'elle disait également sur le port du voile, c'était en 2022. Est en fait imposé par les islamistes. Au fur et à mesure du temps, ils ont utilisé le voile comme un uniforme, voilà, qu'ils imposent aux femmes, et c'est vrai qu'ils leur imposent, puisqu'en réalité les femmes qui ne le portent pas sont isolées, sont victimes de pression, sont parfois d'ailleurs insultées, comment disent-ils, leur pudeur est mise en cause, et moi je ne l'admets pas. En France, toutes les femmes doivent pouvoir vivre librement. Vraiment, je considère que l'interdiction du voile est essentielle. Vous qui vivez, vous qui luttez contre les islamistes de la pire espèce, comment vous ressentez ces débats? Est-ce que c'est normal de se poser la question? Est-ce que c'est de la récupération politique? Est-ce que c'est complètement à côté? Comment vous l'analysez, vous le ressentez?
Chaque pays a ses propres lois, ses propres règles et comprennent à leur manière le tissu social de leur société. Donc je ne veux pas commenter sur ce qui se passe en France parce que nous avons tellement de guerres et d'affrontements dans mon pays. En Afghanistan, le port du foulard, ce n'est pas la priorité des femmes pour maintenant. Je comprends s'il y a des talibans en France ou en Afghanistan, pourquoi est-ce qu'on ne parle que de l'apparence des femmes? Pourquoi on ne parle pas de leurs connaissances, de leurs forces, de leurs facultés, de leurs compétences? C'est ce que je dis dans mon livre. Vous savez, quels que soient les succès que j'ai eus au Parlement, les gens parlaient toujours de mon foulard, de comment je m'habillais, de comment je me maquillais. C'est un problème qui affecte les femmes dans le monde entier. Dès qu'elles essayent de s'exprimer, on parle beaucoup de leur apparence. En Afghanistan, nous avons des problèmes beaucoup plus importants pour les femmes. Ça fait 3 générations que nos filles ne peuvent pas aller à l'école. Qu'est-ce qui va compenser les pertes que notre pays va devoir affronter à cause de cela? Nous souffrons d'un manque de droits fondamentaux. Et c'est pour cela que j'invite tous les dirigeants, y compris Madame Le Pen, à être solidaires de notre combat et à prendre la parole. Il ne s'agit pas juste de faire des déclarations vides de sens. Question, qu'est-ce qui est possible? Une femme à la tête de l'Afghanistan, vous avez failli, ça a d'ailleurs failli vous coûter la vie, mais une femme à la tête de l'Afghanistan, c'est le seul moyen de reprendre la main face aux talibans? Je pense que les talibans ont lancé une guerre contre les femmes. Et ce sont les femmes qui mettront les talibans en échec. Donc il faut soutenir les femmes de manière significative pour mettre en échec les talibans. Les spectateurs de BFM Story et de BFM plus largement à la lecture de votre ouvrage qui est essentiel pour comprendre, au-delà des polémiques et des idées préconçues, ce qui se passe dans votre pays. Lettre à mes sœurs, La Voix des Afghanes, paru chez Michel Lafin. Merci beaucoup Mariam. Voilà. Et on va mettre X. Hop. Si vous êtes une fille en Afghanistan, vous ne pouvez pas aller à l'école ou aller à la bibliothèque, ni même sortir de la maison. Être une fille est devenu illégal. C'était le 2 janvier, 28 décembre, 11 septembre. Chaque jour, des centaines de réfugiés afghans sont expulsés par le Pakistan. Parmi eux, des femmes journalistes et activistes jetées à nouveau dans les griffes des talibans. Elles avaient fui la torture. Elles y ont renvoyés et abandonnés à leur sort. L'Afghanistan interdit aux femmes de parler. Arrêtons de dire rien à voir avec l'islam. Ces pays appliquent l'islam qui est une idéologie rétrograde. Je ne sais pas si je le mets ou pas. En région. Cela fait 110 jours que les filles afghanes sont privées d'éducation à partir de l'âge de 12 ans. Et 810 jours que les jeunes femmes n'ont plus accès à l'université. Dans les yeux des filles afghanes, nous pouvons lire le désespoir, mais aussi la révolte. Je n'arrive pas à croire que le monde a abandonné l'Afghanistan. Nos amis vont se faire tuer. Les talibans vont nous tuer. Les femmes ne vont plus avoir aucun droit, affirme une Afghane qui a pu fuir en Inde. Kaboul. Et ça, c'était il y a le 15 août. C'était il y a longtemps. Pareil. Ça, c'était le 1er novembre 2024. Ça, on l'a déjà vu.
Le 22 décembre, Figaro, tweet privé d'avenir d'espoir. Plus de 70% des Afghans souffrent de dépression et s'éduquent clandestinement, apprenant les langues étrangères pour pouvoir un jour s'enfuir du huis clos islamiste. Ok. Hop, on va faire ça. Et on va faire ça. Tac. Hop. L'ancienne vice-présidente du Parlement afghan en exil forcé dénonce l'abandon de son pays. Fawza Kofi, ancienne vice-présidente du Parlement afghan, auteure de Lettres à mes sœurs, édition Michel Lafon, est l'invitée de RFI ce 15 janvier 2025. Elle retrace son parcours politique du Parlement à l'exil forcé. Fawza Kofi constate que la situation des femmes ne fait qu'empirer en Afghanistan. Elle appelle la France à aider à la mise en place d'une plateforme politique alternative aux talibans. Ok. 3 jours. Non, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne Twitch, TikTok, Instagram, YouTube et ma deuxième chaîne YouTube. Mettez-moi des pouces. Mettez-moi la cloche pour ne rien rater et je vous dis à la prochaine.